Préserver la planète ne rime pas forcément avec autoflagellation, sacrifice ou encore interdiction. Bertrand Piccard le clame, en tout cas haut et fort dans son nouveau livre. L'explorateur et pilote suisse et sa fondation Solar Impulse proposent d'ailleurs depuis plusieurs mois maintenant plus de 1000 solutions concrètes. Bonsoir Bertrand Piccard. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre nouvel ouvrage a pour titre « Réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques ». C'est aux éditions Stock. Commençons, si vous le voulez bien, par l'actualité. On en parlait en première partie. Une étude scientifique du CNRS en France révèle que le géant pétrolier français Total savait depuis 1971, 50 ans précisément, que ses activités contribuaient au réchauffement de la planète. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bertrand Piccard? Ça m'inspire que tous les pétroliers savaient, de la même façon, tous les tabatiers savaient que la cigarette était cancérigène. Et il y a eu une espèce de chape de plomb pour essayer de faire durer le système le plus longtemps possible. Et heureusement que ça change aujourd'hui, avec Total qui devient Total Énergie, avec un nouveau PDG qui essaie de se démarquer de ce passé pour essayer de devenir plus propre. Et je crois que c'est ça qu'il faut... C'est ça en fait qu'il faut souligner, c'est qu'il y a des entreprises extrêmement polluantes qui aujourd'hui sont en train d'essayer de devenir plus propres. Il faut les encourager dans cette voie, il faut leur amener des solutions pour qu'ils y arrivent. Parce que s'ils n'y arrivent pas, il n'y a pas d'espoir pour le reste du monde. Ouais. Alors on le rappelle, Total donc, a démenti pour ces accusations. En même temps, vous avez sans doute connu cette période, vous étiez très jeune j'imagine, mais à l'époque on ne parlait pas beaucoup de réchauffement de la planète, de réchauffement climatique, c'était plutôt la question de la couche d'ozone. Oui, et la couche d'ozone a eu le problème résolu par un consensus international. Et on a cru qu'on aurait le même consensus international pour le changement climatique. Et on voit que c'est très compliqué parce qu'en fait, on a opposé pendant longtemps l'écologie, l'économie, l'industrie, la politique. C'était fragmenté, c'était clivé et on a eu une guerre de tranchées pendant des années. Et moi, ce que j'essaye de faire, et notamment à travers ce nouveau livre, c'est d'être réaliste, c'est-à-dire de chercher à aboutir à un résultat en prenant ce qui est de bon dans l'écologie, en prenant ce qui est de bon dans l'économie et de les réconcilier. Ouais. En fait, de trouver une intersection dans laquelle l'écologie devient la force motrice de l'économie pour arriver à créer des nouveaux emplois avec des nouvelles dimensions industrielles, mais qui soient axées sur l'efficience, sur la protection de l'environnement, où on remplace ce qui pollue par ce qui protège la nature. Arrose sur le gaspillage, vive le recyclage. On va en parler, mais restons, si vous voulez, sur cette question tout de même. On sait qu'il y a quelques mois, au printemps dernier, la justice néerlandaise a condamné Shell à réduire ses émissions de CO2 de 45% d'ici 2030. Vous dites, Bertrand Piccard, que Total Énergie fait des progrès, mais est-ce que selon vous, il faut une justice climatique? Est-ce qu'il faut des procès? Et est-ce qu'il faut que ces géants pétroliers qui ont pollué mettent la main à la poche, mettent la main au portefeuille et paient pour la pollution? Alors, il faut un cadre légal qui interdise de polluer. Parce que jusqu'à maintenant, il faut bien voir les choses en face, c'était permis de polluer. C'était permis de mettre autant de CO2 qu'on voulait dans l'atmosphère, autant de plastique qu'on voulait dans les océans. Et ça, c'est pas normal. Donc, le cadre légal, il doit s'appliquer aux pollueurs, aux pétroliers, aux industries les plus lourdes, mais également aux consommateurs, parce que les pétroliers n'ont pas consommé tout leur pétrole tout seuls. Pourquoi est-ce que nous en avons, en tant que consommateurs, utilisé tellement de ce pétrole, tellement de cette énergie? Mais c'est parce que tous les systèmes énergétiques sont inefficients, sont archaïques. Quand vous faites un plein d'essence dans votre voiture, les 3/4 de ce plein sont perdus en force de frottement, en force de chaleur, en force de résistance, etc. dans votre moteur. Mais comment on fait alors? Parce qu'il faut bien les travailler. Là, on est par exemple à Paris. Ceux qui viennent de la grande banlieue prennent leur voiture. Oui. Pas forcément d'autres choix. Les moteurs thermiques sont totalement archaïques. Donc c'est clair qu'il faut passer sur des moteurs électriques qui ont des rendements jusqu'à 97%, comme les moteurs de Est-ce vraiment la panacée? C'est là où c'est toujours particulier. Et puis les bâtiments sont mal isolés, les chauffages sont inefficients, les éclairages, avant de passer au LED, c'était totalement inefficient. Alors la France a des LED, mais le reste du monde continue à avoir des ampoules à incandescence. Donc c'est tout ça qu'il faut rendre beaucoup, beaucoup plus efficient. Mais est-ce que ce n'est pas un mirage électrique? Certes, si on achète un véhicule électrique, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre, mais les batteries, on le voit, on voit en ce moment la bataille pour les puces électroniques, sur les smartphones. On voit qu'après, il faut aussi stocker ces déchets, les détruire. Ça pollue aussi, en fait. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le recyclage des déchets, l'entrée dans une économie circulaire, c'est des opportunités économiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des nouveaux débouchés pour des industries qui sont clairement écologiques, qui sont clairement axés sur la protection de l'environnement. Et vous pouvez avoir une mobilité électrique dans laquelle vous exploitez des ressources de manière écologique et en respectant les droits humains.
où vous avez un recyclage des batteries, ça se fait déjà, il faut arrêter de dire que les batteries sont pas recyclées. Vous avez une entreprise comme Umicore en Belgique, qui est l'ancienne Union minière, qui s'est recyclée dans le recyclage des batteries. Donc c'est intéressant. Et puis la voiture électrique, c'est pas seulement pour rouler, c'est pas que pour faire des embouteillages supplémentaires. Ça devrait être utilisé aussi pour être raccordé au réseau électrique et puis utiliser les batteries pour alimenter le réseau au moment où il n'y a plus assez de vent, plus assez de solaire, plus assez d'énergie renouvelable intermittente. Puis là, c'est les voitures électriques qui alimentent le réseau, plutôt que des sources supplémentaires au charbon, au gaz, etc. Donc il faut vraiment voir systémique. Ouais, systémique. On ne peut pas juste séparer les domaines des uns des autres. Rien ne disparaît, tout se transforme. Un autre exemple, il y a 20 000 décharges à ciel ouvert dans le monde, au moins, ça pollue, vous nous dites, 28 fois plus que le dioxyde de carbone. Oui. Il y a un exemple intéressant, est-ce que vous pouvez nous le raconter en quelques mots? Oui, c'est une entreprise française qui s'appelle Waga Energy. Waga, c'est Wasted Gas. Et ils récupèrent ce méthane qui est émis jour et nuit par les 20 000 décharges publiques du monde pour le tourner en énergie. Donc ça, c'est ce que j'appelle clairement une opportunité industrielle écologique. Vous avez c'est une start-up qui grandit, qui engage des salariés, qui participe au bien commun, qui alimente en énergie en enlevant des produits polluants qui sinon seraient émis journellement dans l'atmosphère. Quand on vous écoute, c'est du concret, c'est très séduisant, mais la COP26, c'est dans un peu moins de 2 semaines maintenant. Il y avait eu celle de Paris, la COP21 bien entendu, qui avait été très prometteuse. On avait parlé d'un accord historique, de réduire la hausse des températures à 1,5 degré d'ici 2100. Mais on a le sentiment, en vous écoutant, vous êtes très réaliste, très positif, mais qu'il y a un vrai décalage avec les gouvernants de ce monde, et surtout aussi ce dont on ne parle quasiment jamais, les lobbies. Vous savez, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est les lobbies et les gouvernements. Et eux, c'est quoi leur langage? C'est la création d'emplois, sinon ils ne sont pas réélus, et c'est le profit, sinon ils sont virés par leur conseil d'administration ou leurs actionnaires. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'apprendre à parler leur langage. C'est leur montrer qu'il est maintenant vital pour eux et pour leur survie, comme homme politique ou comme industriel, d'entrer dans cette transition écologique. Mais est-ce que certains n'ont pas lâché parce que ça fait 20 ans, attendez, ça fait 20 ans au moins qu'on parle de transition écologique pourvoyeuse d'emploi, vous l'avez cité vous aussi tout à l'heure, on a du mal à voir venir. Il y a des expériences concrètes. Mais vous savez pourquoi mais à l'échelle d'un pays, c'est pas grand-chose. Mais ça ne marchait pas parce que les solutions n'étaient pas financièrement rentables. Les énergies renouvelables coûtaient cher, le recyclage coûtait cher, l'efficience énergétique coûtait cher. Aujourd'hui, tous ces investissements sont rentabilisés par les économies d'énergie qu'on fait. L'énergie la moins chère dans le monde aujourd'hui, c'est l'énergie solaire à 1,5 centime par kilowattheure au Portugal, produit par une entreprise française qui est AQO Énergie. Mais regardez les éoliennes, on dit qu'il y a beaucoup de subventions, je ne sais pas quel est le cas chez vous en Suisse, mais en France, beaucoup de subventions pour des résultats, là encore, décevants. Aujourd'hui, la plupart des cas, il n'y a absolument plus besoin de subventions pour l'éolien quand l'éolien est mis au bon endroit. Il ne faut pas le mettre devant un village en coupant la vue des habitants. C'est évident que ça crée des oppositions. Ce n'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut maintenant, c'est les mettre là où il y a vraiment du vent, c'est-à-dire en mer, avec des blocs de béton qui sont comme ceux qu'on a labellisés avec la Fondation Solar Impulse, qui favorisent la constitution d'un écosystème marin, parce que c'est des bétons spéciaux, avec des formes spéciales, une porosité adéquate, pour que les coquillages, les algues viennent s'incruster dessus, et ça reconstitue un système marin. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que vous avez besoin des écologistes qui démontrent le problème, qui le démontrent, qui font prendre conscience de ce problème. Et bien justement, mais ensuite, vous avez besoin de l'économie pour mettre sur le marché les solutions qui vont donner confiance à la COP26. Parce qu'à la COP26, c'est quoi le problème? C'est que les pays doivent faire des contributions annoncées à l'avance. S'ils ont l'impression que c'est un sacrifice pour leur pays, ils ne vont pas le faire et la COP sera un échec. S'ils ont l'impression que toutes les solutions qui existent aujourd'hui, comme celles qu'on labellise à la Fondation Solar Impulse, vont leur permettre de faire des contributions à la COP très ambitieuses et extrêmement réalistes, eh bien, ils le feront parce que c'est rentable. Donc il faut leur montrer cet intérêt économique. Alors ce sera du 1er novembre au 12 novembre en Écosse. Je vous propose de prendre la direction du Brésil à la découverte d'une femme, Maria Aleusa Munduruku. Elle se bat contre l'exploitation minière illégale dans son pays. Elle est chef d'un peuple amérindien, mais elle est menacée et attaquée pour sa résistance. Le récit de Mylène Girardot.
Ce jour-là, à Brasilia, Maria Leusa harangue les femmes venues manifester. 5000 autochtones qui réclament la démarcation de leurs terres ancestrales pour mieux les protéger. Maria Leusa a 34 ans. Cette dirigeante indigène coordonne l'association des femmes Munduruku. Ensemble, elles luttent contre les mines illégales qui dévastent l'Amazonie. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants maintenant. Je dois garantir leur avenir pour qu'ils soient libres, qu'ils aient une rivière, où pêcher, où vivre, parce que nous dépendons de la terre. Depuis plusieurs années, la vie de Maria Leusa est menacée. Au printemps, les orpailleurs lui ont envoyé un nouvel avertissement. Sa maison et celle de sa mère ont été incendiées, mais pas question de renoncer. Si nous abandonnons la lutte, nous allons tout perdre. Actuellement, ce sont les femmes qui mènent le combat. Et les femmes comptent beaucoup sur moi. Les femmes, main dans la main, pour lutter contre l'invasion de terres avec lesquelles elles entretiennent une relation étroite et spirituelle. Elles qui sèment, plantent, puisent l'eau. Une invasion encouragée par le président Jair Bolsonaro, favorable à l'extension des activités agricoles et extractives en Amazonie. L'exploitation minière illégale dans les réserves des autochtones a augmenté de 495% entre 2010 et 2020 et la déforestation atteint des records. Ce qui apporte la violence, ce sont ces projets gouvernementaux, ces invasions, ces décrets qu'ils font. En voulant faire des lois, ils créent la violence. Face aux attaques, Maria Leusa et les femmes indigènes répondent par une guerre pacifique et dénoncent les projets de loi qui empêcheraient les autochtones d'exercer leurs droits sur leurs terres, pourtant garantis par la Constitution. Quand on voit cela, on se dit, Bertrand Piccard, qu'il y a la réalité des villes en Occident et la réalité peut-être beaucoup plus difficile dans les forêts. Mais heureusement qu'il y a des écologistes qui se battent pour protéger les autochtones et qui se battent contre cette démesure criminelle de certains pays. Mais quelle est notre responsabilité en Europe? Eh bien, c'est déjà de ne pas acheter les produits qui sont fabriqués sur la déforestation brésilienne, sur la déforestation en Indonésie avec l'huile de palme, etc. C'est-à-dire que nous ne devons pas être complices de ça. C'est fondamental. Merci beaucoup Bertrand Piccard, réaliste Soyons logiques autant qu'écologique, édition Stock. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.